Moi, je t'entends très bien, William. Ouais, c'est formidable. On a une émission, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire avec notre sondage. Juste avant qu'on débute, je voudrais développer en 2 minutes cette breaking news sur laquelle on va revenir après notre partie sur ce nouveau sondage léger maintenant média. Hein, le fait que deux juges, pas un, deux juges fédéraux viennent d'obliger le gouvernement Trump, l'administration Trump, de payer le fameux SNAP, hein, qui sont ces aides alimentaires qui touchent 42 millions d'Américains. Donc la justice est bien décidé qu'il y avait des possibilités de payer ça, shutdown ou pas, et qu'il fallait donc le faire le plus rapidement possible. Ça va être évidemment quelque chose que l'on va suivre. On va voir comment Trump répond à tout ça. S'il y a un appel sur ces décisions, c'est très particulier de faire un appel en disant non, on va faire appel, on ne veut pas payer, on ne veut pas aider 42 millions d'Américains, dont une grande partie, rappelons-le, si on regarde la carte de Snap, vous allez voir, ce sont des États rouges, donc ce sont des électeurs MAGA de Trump. C'est un petit peu ce qui est extrêmement particulier dans cette situation. Donc ça, on développera après notre discussion avec Jean-Marc. Jean-Marc, ça fait un petit moment. Comment vas-tu depuis ta dernière visite? Ah, mais ça va bien, ça va bien. Ça va mieux que les Américains. Mais ça va bien, mais les Américains nous prennent pas mal de temps. D'ailleurs, je quitte moi pour New York la semaine prochaine. J'ai des conférences New York et Washington là, pour aller chercher l'opinion des Américains à l'égard de cette administration-là. Bon, bah, tu viendras nous raconter ça à ton retour. Et puis, je disais l'autre jour, on a fait un appel de préparation. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec, évidemment, la campagne pour les midterms, pour les élections de mi-mandat qui vont débuter. Et donc, cette enquête avec ton institut, Léger. Tiens, Thomas, si tu peux nous montrer, juste pour garder en tête au début dans cette conversation, votre performance, non seulement au Canada, mais aux États-Unis en termes de sondage. C'est pas besoin de le rappeler, tu sais, tu as tes fans parmi la communauté, ils le savent. Mais pour les nouvelles personnes qui arrivent, c'est bien de voir que on ne parle qu'avec les meilleurs. Non, mais c'est l'esprit parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, dans le fond, on a des techniques qui sont éprouvées. Regardez le dernier tableau à droite. Ça, c'est le résultat du sondage qu'on a publié dans le New York Post à la veille de l'élection, qui était le 49-49. Ça finit 50-48, donc on est dans les marginales là, entre l'un et l'autre. Et ça c'est toujours important parce que quand Trump est sur l'étiquette, comme sondeur, on fait toujours très attention parce qu'on a toujours peur de le sous-évaluer, comme c'est arrivé à l'élection de 2016. Et ce qui n'est pas le cas. Dans les midterms, c'est pas le cas. Les sondeurs jamais sous-évaluent les républicains lors des midterms parce que Trump n'est pas sur l'étiquette. C'est davantage les sénateurs, les représentants et autres. Là. Et ça, là-dessus, les sondeurs sont relativement précis. Tout ça pour dire, dans le fond, que l'information qu'on livre aujourd'hui, elle est relativement précise. Ouais, et il y aura pas effectivement d'effet Trump. Avant de débuter dans ce dernier sondage, une petite parenthèse, il y a une partie du sondage qui est réservée à l'actualité canadienne avec c'est Canada 338, c'est ça? Voilà. De Philippe Fournier. Et Philippe Fournier sera avec nous vendredi prochain. On va faire une émission, normalement, hein, s'il n'y a pas une guerre entre-temps, parce que ça arrive. On est là avec les attaques qui se préparent sur le Venezuela. Mais normalement, vendredi prochain avec Philippe pour faire le tour de tout ce que vous avez trouvé. Évidemment, on parlera de Carney, on parlera des frais douaniers, on parlera des conséquences sur la vie des Québécois, la vie des Canadiens au quotidien. On parlera d'économie. On parlera aussi un petit peu, j'imagine, en tout cas c'est ce que j'ai dit à Philippe, tu étais là, je suis certain qu'il y aura une ou deux questions sur l'indépendance. À mon avis, c'était un thème, c'était hier l'anniversaire, c'est un thème d'actualité, donc ça sera vendredi prochain. Mais aujourd'hui, on ne va parler que de la partie américaine de ta dernière étude.
et qui commence un petit peu, j'allais dire, comme d'habitude, avant la partie sur la corruption, où vous essayez d'aller mesurer aujourd'hui la popularité de Trump, de Vance, de leur travail. Mais avant ça, les premières questions, j'ai trouvé que c'était assez intéressante parce que vous êtes allé faire ce qu'on appelle un generic qui est sur l'élection 2028 en demandant aux Américains, il n'y a pas de nom, parce qu'évidemment, on ne sait pas qui sera là, on ne sait même pas s'il y aura une élection, donc il n'y a pas de nom, mais de manière générale, vous êtes allé demander aux Américains s'ils préféraient aller voter pour un démocrate ou pour un républicain, c'est ça? Oui, on voit petit, c'est pas le même tableau que mon rapport, là, c'est plus petit, mais ce que ça donne essentiellement, c'est 50 pour les démocrates et 46 pour les républicains. Donc, encore une fois, William, ce sera une élection qui est extrêmement serrée. Là, vous l'avez ici par sous-groupe de clientèle. La deuxième colonne, là, c'est celle qu'on vient de mentionner, là, 50-46 qui sont là, et 5 qui ne sont pas encore certains ou qui ont voté pour quelqu'un d'autre, là. Mais vous voyez la différence quand on est dans le nord-est américain, qui est très démocrate, versus le Sud qui est plutôt républicain. Avec, dans les États-Unis, on le sépare en 4 grandes régions. Là. Ça donne cette impression-là. On a aussi la donnée qui est intéressante, c'est celle des jeunes. Les républicains sont encore très populaires malgré tout ce qui se passe au cours des derniers, tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois. On se retrouve chez les jeunes à 47 des jeunes qui appuient le candidat républicain, 49 c'est les démocrates. Tout ça pour dire, c'est que ça sera serré. Si les gens pensent que ce sera une victoire à la Trump ou l'inverse, que les démocrates vont se réveiller et qu'ils vont battre M. Trump, à un an des élections, ça demeure une élection qui va se jouer à quelques votes. Et c'est une élection qu'il faut prendre, du moins, c'est un genre de sondage, on parle de 2028, donc on est vraiment à l'avance, il n'y a pas de nom, c'est générique. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de se projeter ou c'est quelque chose qui prend plus la température de l'Amérique ça nous parle plus de l'Amérique en 2025 que de l'Amérique en 2028? Oui, non, parce que les sondeurs, on est très, très bons pour prédire le passé. Prédire l'avenir, là, c'est plus difficile pour un sondage parce qu'on mesure l'émotion des gens. Mais il y a d'autres questions qui nous permettent de comprendre un peu la dynamique derrière ce chiffre-là. Parce que donc, on a encore beaucoup de gens qui voteraient pour un candidat républicain, mais on ne sait pas c'est lequel. Est-ce que ce sera Donald Trump qui est là? Parce qu'il laisse planer depuis un certain nombre de semaines. Il égrène. Vous avez vu, là, toutes les semaines, il égrène une note sur dire que je serai probablement là en 2028, ce qui est illégal selon la Constitution. Ou est-ce que ce sera J.D. Vance? C'est pour ça qu'on laisse ça plus générique. Mais on a des questions spécifiques sur Donald Trump et spécifiques sur J.D. Vance qui nous donnent un peu l'esprit actuel des Américains. Parce que dans les médias français, comme dans les médias canadiens, on est très critique à l'égard de M. Trump. Mais il demeure avec une base solide quand même. Ouais, exactement. C'est ce qu'on va voir dans dans la suite de ton enquête lorsqu'on va rentrer sur l'opinion donc de Donald Trump. On va voir que c'est peut-être encore plus visible sur la courbe suivante que il reste populaire sur sa base parce qu'il y a un véritable décrochage avec le reste de l'opinion. On est à 9 mois, hein. On rappelle, c'est relativement tôt dans son mandat et on voit que il a une cote défavorable qui est supérieure à sa cote favorable, hein, donc c'est en bleu. C'est défavorable, mais c'est lorsqu'on va voir, et je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est lorsqu'on va voir les chiffres par clientèle, comme tu dis, et on se rend compte que moi, le chiffre qui m'intéressait, c'est chez les électeurs, je crois que c'était celui-là, chez les électeurs indépendants, parce que qu'il y ait un rejet massif chez les démocrates, on s'en doute, qui est un soutien encore important, très important chez les républicains, on s'en doute aussi, mais on voit que il ne connecte plus avec les électeurs indépendants. Bon, d'abord, il y a deux choses. La courbe précédente, ce qu'elle nous indique, c'est relativement stable. Malgré tous les inepties, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il y a une base qui est relativement solide, autour de 39-40% des voix. Quand on regarde, quand on va plus loin chez les Américains, et ça, là, ça dure depuis l'arrivée de M. Trump, les Américains sont divisés en 3 groupes. Le tiers sont républicains, le tiers sont démocrates et le tiers sont indépendants. Fait qu'à des questions comme celle-là, si vous regardez, par exemple, républicains et démocrates, ils sont soit pro-Trump, les républicains sont tous pro-Trump à toutes les questions, les démocrates sont tous contre Trump. Ce qui est important, ce sont les indépendants parce que c'est eux qui font pencher la balance. Et vous voyez, à cette question-là, chez les indépendants, c'est 31% qui ont une opinion favorable de M. Trump. Et là, il a commencé à perdre des points chez les indépendants. Donc, sa manière de fonctionner très radicale, elle plaît
à sa clientèle républicaine, au mouvement MAGA, mais la clientèle du milieu qui est très décisionnelle, elle est beaucoup plus sceptique à l'égard de M. Trump. Oui, et ce sont des chiffres, hein, quand on les compare, je suis un petit peu allé voir avant l'émission, lorsqu'on les compare historiquement, il faut dire, c'est vraiment, il faut que vous compreniez ça, le chat, on est vraiment dans des chiffres extrêmement bas. À ce moment-là de la présidence, on se rend compte que, alors, est-ce que l'événement qui a été tranchant pour Trump et les indépendants, c'est Liberation Day? Est-ce que c'est une succession de choses? ICE? Est-ce que c'est la démolition de la East Wing? Je n'en sais rien. Mais on se rend compte que Biden avait eu ce même décrochage chez les indépendants après la situation en Afghanistan et il n'avait jamais réussi à remonter plus 3, moins 3 en gros, mais il n'avait jamais réussi à remonter dans cette qualité. C'est très dur de faire revenir les indépendants. Je ne sais pas si c'était ton expérience. Moi, je pars du principe, c'est parce que justement, ce sont des gens qui sont moins radicalisés dans le sens où ils ne sont pas contre ou ils ne sont pas pour. Et donc, c'est très dur de les reconvaincre une fois qu'on a perdu. Oui, c'est facile de les perdre. Avec un événement majeur, on les perd. De les reconquérir, c'est beaucoup de temps et d'efforts. Là, mais ils sont en attente parce que si Trump dit à peu près n'importe quoi sur tous les dossiers, les démocrates ne sont pas nécessairement meilleurs. Il n'y a pas vraiment de leadership, il n'y a pas vraiment une ligne de conduite qui est claire. C'est pour ça que les résultats qu'on voit aujourd'hui sont ce qu'on appelle au Québec mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez en France. C'est une expression française aussi, exactement. Ah bon, okay, excellent. Non, exactement. Donc c'est un peu un peuple en attente. Mais il demeure qu'il y a une base solide et elle demeure malgré tout pour M. Trump. Ce qui n'est pas le cas pour J.D. Vance. William, tu l'as sur la donnée suivante probablement là, sur J.D. Vance. Là, où là, J.D. Vance, lui, la perception est plus négative. Là. C'est 34% seulement qui ont une bonne opinion de M. Vance, c'est 43% une mauvaise opinion de M. Vance. Et de sondage à sondage, légèrement, il perd des gens. Donc, les gens le voient comme étant le dauphin possible de M. Trump, mais M. Trump, il n'y a personne qui peut le remplacer. J.D. Vance, avec toutes les qualités de l'individu, il aura de la difficulté à peser. Si vous regardez chez les indépendants, c'est même catastrophique. Là. Vous voyez la courbe, là? Vous voyez la courbe en bleu, là, qui commence à 43%, puis les sondages démontrent là, de plus en plus, là, plus on le connaît, on est passé de 39 à 43, là. Et c'est pas évident. Fait que M. Vance n'apporte pas de voix supplémentaire à M. Trump. Non, et puis, tôt ou tard. Et puis dans la perspective de 2028, s'il est candidat, évidemment, c'est trop tôt. Ce sont des chiffres qui sont extrêmement handicapants. On l'avait vu en 2016 avec Hillary Clinton. On s'était énormément concentré sur la portée historique d'avoir une femme présidente, etc. Et on n'avait pas, du côté démocrate, on n'avait pas trop fait attention au fait qu'elle avait majoritairement une opinion défavorable. Et quand aux États-Unis, vous avez majoritairement une opinion défavorable, après, c'est vraiment très difficile de faire changer ça. Alors, on l'a vu, on en a parlé il y a quelques jours dans le cadre de l'évolution de la campagne à New York autour de Mamdani, où le travail des républicains a été de faire augmenter la cote défavorable, les mauvaises opinions. Ça n'a pas été de venir convaincre, votez pour moi, je suis un meilleur candidat, mais de dire, regardez, en face, il est terrible. Et plus Vance est dans cette zone négative, plus ça va être difficile pour lui de s'imposer, y compris dans sa base, parce que quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a une partie des républicains qui n'est pas convaincue. Et avec Trump, qui a, je ne sais pas, tu te souviens, elle était sur Fox News il y a quelques semaines, quelques mois, et quand on lui avait posé la question de savoir si J.D. Vance était son héritier, il n'était pas allé jusque-là. Donc, il va avoir aussi du travail à convaincre les républicains modérés, mais je pense aussi une partie de la base MAGA. Thomas nous en parlait hier avec, entre autres, une femme qui ne correspond pas à l'idée de America First d'une partie de la base MAGA. Ça peut être compliqué pour lui, non? Oui, mais M. Vance a réussi à naviguer dans des eaux troubles. Il ne doit pas faire ombrage à Donald Trump, ce qui est réussi, mais mettez-vous à sa place. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que Donald Trump s'en aille en 2028. Là.
Fait que celui qui doit travailler dans l'ombre derrière pour s'assurer que Trump dégage en 2028, c'est J.D. Vance. Parce qu'avec Trump, il sera jamais président. Et si Trump s'en va, c'est lui, normalement, qui devient le candidat républicain. Et Trump, dans ses affirmations, parle toujours de J.D. Vance et de Marco Rubio comme étant les deux potentiels qui pourraient être candidats, justement pour éviter que J.D. Vance prenne trop de place. D'ailleurs, si J.D. Vance prend trop de place, Donald Trump va le changer. Il n'attendra pas. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, il a réussi à naviguer. Mais ce que ça crée, c'est un personnage qui n'est pas très apprécié dans l'opinion publique. D'implanter à tous les jours, d'essayer d'expliquer les décisions de M. Trump, c'est un travail impossible pour J.D. Vance. Alors, c'est impossible, il est obligé de changer d'avis en permanence, mais tu fais bien de souligner que Trump, en général, et même s'il n'est pas candidat, il ne peut pas l'être, mais même s'il ne veut pas rester, on verra au-delà de 2028, Trump, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le partage et ne veut pas être dans l'ombre. Et s'il désigne aujourd'hui quelqu'un comme un candidat, très rapidement, il va apparaître dans ce qu'on appelle un lame duck président, dans le sens de dire, OK, ça va terminer son mandat, donc on va se concentrer sur J.D. Vance. Donc d'après moi, c'est pour ça, tu fais bien de le souligner, qu'il met en avant Rubio. Je discutais il y a 2 jours avec Claire Ménial, qui est la correspondante de l'hebdomadaire français Le Point à Washington, et elle me disait que du côté de Vance, on n'était pas très content justement de voir que Rubio n'a jamais dit qu'il ne sera pas candidat et que Trump continuait à le mettre dans la discussion, et qu'il y avait même Bannon qui songeait à se dire peut-être c'est être moi l'héritier de America First, avec un espèce de ticket, je vous le dis là, complètement improbable. Accroche-toi Jean-Marc, Steve Bannon, Marjorie Taylor Greene. Il y aura quand même toutes sortes de rumeurs, mais celui qui est le mieux placé demeure J.D. Vance, parce que c'est sa capacité d'aller chercher du financement. Parce qu'aux États-Unis, dans le fond, c'est celui qui va chercher le financement qui a le plus de chance. Donald Trump est un cas particulier parce qu'il finançait en partie sa campagne, mais actuellement, quand tu es vice-président des États-Unis et quand les décisions de ton gouvernement ont un impact important sur les donateurs, ça les incite à aider ta campagne. Fait que faut surveiller J.D. Vance qui va commencer à créer son super PAC, là, donc d'être capable d'amasser de l'argent auprès des donateurs. Et comme me disait l'organisateur de John McCain, que je connaissais bien aux États-Unis, follow the money. Voilà, si vous voulez savoir lequel va être le mieux placé, regardez l'argent qu'il cumule pour les prochaines campagnes. C'est ce que j'allais dire que comme nous le dit Jean-Marc Léger souvent quand il vient chez nous, follow the money. C'est exactement, non, c'est un point important. Il y a un autre aspect et je veux que tu nous expliques la différence, c'est que tu allais donc mesurer l'opinion favorable ou défavorable sur Trump, mais aussi sur la question ce qu'on appelle le job approval, donc sur la question de est-ce qu'ils font bien ou pas leur travail. Pourquoi vous faites les deux et que les résultats sont proches mais ne sont pas vraiment les mêmes non plus? Un, c'est davantage une cote d'amour, puis l'autre, c'est le travail. Usuellement, il y a des écarts entre les deux. Dans ce cas-ci, là, Trump, dans le fond, on l'aime ou on l'aime pas. Donc, je me retrouve avec la même donnée, à 39% de favorables ou 39% qui disent qu'il fait un bon travail comme président. Normalement, il y a des écarts entre la cote d'amour puis la cote plus rationnelle comme celle-ci, pas dans le cas de M. Trump. Fait que donc, ce qu'on voit depuis le début, c'est qu'il y a environ le tiers des Américains qui s'identifient comme républicains. Il y a environ 39-40% qui soutiennent M. Trump contre vents et marées, et il y a jusqu'à 46% qui pourraient voter pour un républicain la dernière fois. Ça, c'est l'univers républicain. En théorie, avec ces chiffres-là, il pourrait perdre les prochaines midterms. C'est pas suffisant. Là. Bon, normalement, au début d'un mandat, les présidents sont un peu plus populaires. Trump, c'est pas ça. Sa lune de miel n'a pas duré. Par contre, il n'a pas perdu beaucoup de ses supporters non plus. Fait qu'on est vraiment entre deux eaux au moment où on se parle quant à la popularité de Donald Trump. Insuffisant pour gagner le midterm, mais suffisant pour dire qu'il a l'appui populaire pour continuer à gouverner de la même manière. Ouais, et c'est pour ça que au niveau de Fabrizio, tu connais ce sondeur
qui travaillent pour Trump, on sait qu'on est encore dans cette zone-là, mais c'était quelque chose qui avait été mis en avant dans un mémo qu'il avait écrit au moment de l'affaire de cet été, de l'été dernier, au moment de l'affaire Epstein, qui était à son plein dans les médias. C'est de dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre entre 3 et 5% de plus de notre base, parce que sinon, on rentre dans des zones où on perd tout. On perd tous les pouvoirs. On perd au niveau, évidemment, des midterms, qui ne sont d'ailleurs pas que les élections pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, mais aussi les gouverneurs, etc., etc. Et on rentre dans une situation extrêmement compliquée. Donc, ça permet, je ne sais pas ce que tu en penses, de comprendre aussi pourquoi Trump continue en permanence, sur tous les sujets, à s'adresser à sa base. Il n'a pas le luxe d'en perdre un petit peu plus. Et je crois que ces chiffres démontrent ça. C'est qu'il a perdu à peu près tout ce qu'il devait perdre en termes d'indépendants. Il a perdu un petit peu des républicains, mais il n'a pas le luxe d'en perdre plus. Tu en penses quoi? Je suis d'accord, avec un seul élément supplémentaire à rajouter. L'important dans une élection, que ce soit ici en France ou au Canada, c'est qu'il faut qu'il rentre dans l'élection avec une tendance à la hausse. Donc, même s'il est à 39%, si c'est un 39% à tendance à la baisse, c'est catastrophique. Parce qu'il y a une expression québécoise en politique qu'on dit quand un traîneau descend une pente de neige, il s'arrête pas à mi-chemin. Elle est pas mal, celle-là, je la connaissais pas. La tendance est importante. À l'inverse, s'il entre dans la campagne et qu'il gagne 2-3 points, nonobstant où il se trouve, le mouvement est important et souvent une campagne électorale va accélérer le mouvement. Prenez le Rassemblement national en France, il est à quoi? 36%, 38%. Ouais. L'important, c'est est-ce qu'il est capable de tenir une tendance à la hausse? Sinon, tu ne restes pas au point mort. Tu auras une tendance à la baisse. Quand vous entrez dans les midterms, si la tendance est à la hausse, nonobstant où est le seuil, ça prend un seuil acceptable, là, c'est un élément à surveiller comme sondeur, là. Très intéressant. Je te propose de faire une toute petite pause et puis on va ouvrir la partie faite avec nous, avec Maintenant Média, et on va parler de corruption et aussi de justice. À tout de suite. Voilà, nous revoilà avec Jean-Marc Léger pour cette édition spéciale de La Chute, consacrée donc à ce sondage exclusif. Alors pour la petite histoire, Jean-Marc, il faut que tu saches qu'on a consulté la communauté, on leur a proposé différents sujets. Il y en avait sur le shutdown, il y en avait sur l'économie, il y avait évidemment la corruption qui n'était pas qui était dans le top 3 des réponses. Finalement, j'ai opté pour la corruption. Je t'explique pourquoi avant qu'on fasse le tour des chiffres. C'est parce que j'estime, à tort ou à raison peut-être, j'en sais rien, j'estime que la corruption, et l'enrichissement personnel de Trump, de sa famille, comme on va le voir, et de ses alliés, c'est la clé qui explique, c'est la grille de lecture, c'est la clé qui explique beaucoup de choses, y compris tout ce qui est glissement vers une forme de pouvoir absolu de la présidence. C'est que ce pouvoir absolu permet de prendre, par exemple, des décisions sans passer par le Congrès et permet cet enrichissement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu j'ai pris la décision à la fin. J'ai beaucoup hésité avec l'économie parce qu'il y avait vraiment des très très bonnes suggestions sur maintentmedia.com. Donc j'ai vraiment hésité à le faire et puis je me suis dit on va faire la corruption aujourd'hui parce que c'est pour moi l'explication, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est l'explication de énormément de choses que l'on voit au quotidien de cette présidence-là, de la manière dont Trump exerce le pouvoir. Je ne sais pas si c'est ton analyse, je te livre ça comme ça.
C'est la partie la plus juteuse de notre sondage. C'est la première fois que je pose des questions sur la corruption aux États-Unis. C'est assez phénoménal, les résultats qu'on obtient. Vous savez, le cas de M. Sarkozy en France, président Sarkozy en France, qui a reçu de l'argent indirectement ou indirectement, là, dépendant les différentes versions là, d'un chef d'État étranger. Mais aux États-Unis, c'est à tous les jours. C'est fou. C'est fou le niveau de corruption, cette culture de corruption qui est là, parce qu'il n'y a pas de limite d'argent. Il n'y a pas de structure. Les gens ramassent de l'argent, que ce soit directement, que ce soit par via d'un super PAC, et l'influence. Prenez juste la salle de bal à l'aile Est. M. Trump a levé au moins 250 millions. On a besoin de 300 millions, mais il a levé au moins 250 millions de généreux donateurs. Pensez-vous que des gens donnent 10, 15, 25 millions sans avoir un retour d'ascenseur? C'est comme une culture qui est généralisée. Et c'est ça la dynamique. Fait au-delà de la perception qu'on a demandé aux Américains, vous, est-ce que vous pensez que la corruption est importante? Est-ce qu'elle vous dérange? Ouais. Et vous allez voir la question qui est assez surprenante. Ouais, j'aime bien ce terme et il faut le garder en tête de culture de la corruption. C'est vraiment ça. Avant de regarder le premier tableau, Thomas, juste pour que vous ayez ce chiffre en tête, est-ce que tu peux nous mettre le dernier classement Forbes de la fortune, pas du reste de la famille Trump, mais de Donald Trump lui-même, pour que vous compreniez l'évolution sur c'était 8 derniers mois, parce que c'était en septembre dernier, et Forbes avait conclu qu'il était passé de 3 millions juste avant qu'il rentre 3 milliards, excusez-moi, juste avant qu'il rentre à la Maison-Blanche, 3 milliards. L'année dernière, on était à 2 milliards, donc déjà la période de campagne l'avait enrichi, parce que les premiers deals se passent à ce moment-là, et entre autres au niveau de la crypto-monnaie. Mais depuis qu'il est président, on est passé de 3 milliards à 7,3 milliards au moins. C'est une augmentation de 70%. Donc voilà, Donald Trump est président. Il n'a pas le temps de s'occuper de ses affaires et en même temps, sa fortune augmente de 70%. Donc ça, c'est le point de départ. Et donc, on va voir ce premier chiffre du sondage léger maintenant média. Et donc là, vas-y, tu as expliqué. Donc, on est allé demander ce niveau de perception de la corruption en demandant aux Américains, peut-être après on peut passer à l'autre tableau, Thomas, où on aura plus les chiffres détaillés, s'ils estimaient que l'administration Trump était corrompue. Donc vas-y, explique un petit peu la méthodologie, les résultats. Et donc, c'est un jugement populaire, hein? C'est pas un jugement juridique, on s'exprime pas sur la réalité. La réalité, personne ne la connaît vraiment. Là, c'est tout ce qui se passe derrière les portes closes. Mais la perception, la majorité des Américains estiment que la présidence de Trump est une présidence qui est corrompue. C'est majeur, ça. Là. Moi, dans tous les sondages que j'ai faits à travers le monde, là, qu'il y a une majorité de citoyens qui est corrompue et qui, dans le même sondage, nous disent qu'ils pourraient appuyer Trump s'il y avait une autre élection, c'est assez phénoménal, là. Vous voyez le taux de corruption. Et regardez les cases à la fin chez les républicains. Vous avez 17% des républicains qui sont persuadés qu'ils sont corrompus et ils votent républicain. C'est ça qui est fou dans ça. Ça n'a aucun sens, ce type de résultat-là. C'est hyper surprenant. On savait qu'il y avait une perception de corruption, mais que les Québécois, pas les Québécois, les Américains constatent cette corruption-là. Et malgré tout, ça n'a pas d'impact sur le vote. Vous allez voir au fil des données qu'on va présenter, cette perception-là, les Américains, c'est pas des cons. Ils la constatent, la corruption, à tous les jours. Mais c'est pas grave. Et si tu me permets, William, on a parlé il y a quelques minutes de la fortune qui a augmenté de 3 milliards de Donald Trump depuis qu'il est président. Là. Et on a commencé cette intervention-là en parlant des organisations de charité qui n'ont pas d'argent pour nourrir les pauvres. Ouais, le SNAP. Ouais. Dans la même intervention, maintenant, on parle d'un président qui doit prendre la décision s'il va aider les banques alimentaires versus un président qui s'est fait 3 milliards depuis qu'il est élu comme président. Vous voyez, le monde de fou dans lequel on est, là, où des gens sont même pas capables de se payer l'épicerie, c'est ce qu'on dit au début de l'émission. Puis là, on est en train de parler d'un président qui fait des milliards de dollars. Et là, ce qu'on mentionne pas, là, on parle de Donald Trump, mais le Trump Organization tel quel et ses fils ont fait des centaines de millions juste avec le Bitcoin. Fait qu'on retrouve dans un monde où c'est fou. Vous savez, au Canada, un politicien met 1000 $ dans ses poches et il est poursuivi en justice.
Mais on Ouais. est rendu à des milliards de dollars qui viennent d'on ne sait où. On a vu des cas de premiers ministres démissionnaires dans les pays nordiques où ils avaient fait des notes de frais pour une centaine d'euros, hein, et on était obligé de démissionner. Donc, il y a vraiment une culture différente. C'est acceptable. Du côté des républicains, d'ailleurs, lorsqu'on leur pose la question, on l'a vu il y a quelques jours sur CNN, on pose la question, on dit non, mais il s'en cache pas. Donc c'est acceptable parce que c'est pas fait secrètement. On est vraiment dans cette espèce de, tu sais, on bouge la ligne d'arrivée en permanence et donc on bouge la norme en permanence. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit parce que ça m'avait pas frappé comme ça et évidemment ça doit l'être. Quand tu dis, ben voilà, le paradoxe, parce que c'est le paradoxe américain, c'est qu'on voit dans cette enquête, on a une majorité d'Américains, y compris, comme tu viens de dire, une partie des républicains, disent oui, il est totalement corrompu, hein, la perception totalement corrompue, et on voit que les chiffres, c'est pas un petit peu corrompu, c'est le very corrupt qui domine, et en même temps, comme tu le disais, 46% sont prêts à aller voter. Ça me rappelle un peu le paradoxe lors de notre précédente enquête sur l'affaire Epstein, où on avait une partie des républicains qui disaient ouais, Donald Trump est dans le dossier Epstein, mais vous savez quoi? Si on a l'opportunité de voter, on va aller encore voter pour lui. On est dans cette situation complètement folle. Alors, je ne sais pas si c'est du côté de Survivor, on parlerait de totem d'immunité. Très souvent, on utilise le terme de téflon aux États-Unis. Mais comment tu expliques ce paradoxe que tu viens de souligner? C'est parce qu'il y a une connexion émotive entre Donald Trump et le mouvement MAGA et les gens qui sont plutôt démunis aux États-Unis en pensant que cet homme-là nous défend véritablement. Et entre son discours et ses actions, il y a tellement un écart important. Mais à tous les jours, la ligne est placée, la limite est de plus en plus large à l'égard de ça. Sur l'affaire Epstein, sur les problèmes sexuels de Donald Trump ou dans les affaires de corruption, encore une fois, on accepte des choses qui sont inacceptables. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils en sont conscients, les Américains. C'est pas le fait qu'on n'en parle pas. Vous savez, on cache tout ça. Là. Non, non, non. Les gens sont conscients de la corruption. Et ça, c'est cette question-ci. Est-ce que vous pensez qu'il est corrompu? L'autre question qui est la suivante, William, qui était, est-ce que c'est pire qu'avant? Est-ce que c'est Ouais. pire que les autres? Il est plus corrompu, moins corrompu que l'autre. Et là, on a 47% qui disent qu'il est plus corrompu que l'autre. Et donc, là, c'est pas juste de dire, parce que pendant longtemps, c'est sûr qu'il est corrompu, mais Joe Biden, Hunter Biden, puis la famille Biden, puis Hillary Clinton, c'est des corrompus aussi. Hein? Donc, tout est pareil. Non, non, non. Ils sont aussi conscients que la corruption atteint des niveaux stratosphériques. Et malgré tout, on va retrouver même les républicains. Regardez la colonne des républicains. Il est Ouais. encore plus corrompu que l'ancien régime à 13%, donc un électeur sur 8 qui vote républicain, qui va quand même voter pour lui, même s'ils estiment que c'est probablement un des présidents les plus corrompus de l'histoire. Fait que c'est assez particulier, cette ligne-là de la corruption. Prenez l'avion qu'il va recevoir de 400 millions. Je pense pas qu'il l'a reçu encore du Qatar, là, Si, si, de si, si, 400 il a millions de dollars. reçu et il est en réhabilitation et que ça va coûter 1 milliard de dollars aux contribuables américains pour le mettre aux normes de sécurité pour que ça devienne un avion présidentiel. Mais oui, ça a été réceptionné. C'est ce qu'il a fait sur les bitcoins, dans le fond, qui a déréglementé les bitcoins, où sa propre famille a un investissement majeur dans les bitcoins, où il a donné le pardon présidentiel à un des leaders de Biden, comment ça s'appelait? Binance. Biden, c'est exactement. Tu sais, fait à tous les jours, j'ai relevé notamment les étrangers, les chefs étrangers. Ils ont le relevé du New York Times, c'est 99 visites dans les propriétés de Donald Trump. 62 visites sur les terrains de golf de Donald Trump. Fait que les étrangers s'en vont, dans le fond, et payent la Trump Organization dans leur fonction. Vous savez, avant, ça aurait été inacceptable. Aujourd'hui, c'est comme un haussement de tête. Ouais, On dit, on l'avait vu c'est pas, partiellement, je ne sais pas si tu t'en souviens, lors de son premier mandat, il avait fait augmenter le prix pour adhérer à ces clubs comme Mar-a-Lago. Il avait un hôtel à Washington qui était plein
parce que justement c'était une manière de faire une corruption. Et dès qu'il a perdu la présidence, il a vendu parce que plus personne n'y allait. Donc on voyait bien que les réservations à l'hôtel étaient liées au fait qu'il était président. Mais Thomas, si tu peux aller dans l'autre dossier, il y a tellement d'affaires, je ne sais pas si celle-là tu l'avais vu passer, il y a tellement d'affaires de corruption qu'on n'a même plus le temps, et ça fait partie de la stratégie à mon avis, on n'a même plus le temps de les documenter, de les suivre ou simplement qu'elles impriment avec notre conscience. Tu sais, il y a quelques jours, ça fait plusieurs fois, alors évidemment, il se trompe volontairement sur les statistiques, sur les pourcentages en nous expliquant qu'il va faire baisser le prix des médicaments de 200, 300, 400, 500%. Et la deuxième étape vers ça, c'est qu'il veut créer pour les médicaments les plus populaires un système d'achat indépendant, c'est-à-dire que tu ne vas plus à ta pharmacie, tu passes par un site internet et regarde qui on retrouve, c'est un article du Wall Street Journal, tu vois, c'est pas de la presse gauchiste, on se rend compte que derrière ce projet qu'il compte faire après les élections, c'est encore une fois son fils qui est en charge de la compagnie qui va prendre ce marché-là et qui va prendre donc un pourcentage sur la vente de tous les médicaments, le top 5, le top 10, excusez-moi, des médicaments les plus populaires aux États-Unis. C'est incroyable de penser à ça. Et on en revient à tes chiffres. Il y a cette espèce de défaitisme chez les Américains. Je ne sais pas si c'est un défaitisme, en tout cas, mais de dire, ben ouais, c'est comme ça. C'est le plus impopulaire. Tu en penses quoi de tout ça? Est-ce que tu vois une manière où la corruption, comme on avait reproché à Nixon d'être le président de la corruption à un moment ou à un autre, petit joueur Nixon à l'époque, est-ce que tu as le sentiment qu'à un moment, ça va se retourner contre Donald Trump? C'est ce qu'on dit depuis 10 ans. Ah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir, Jean-Marc? C'est incroyable, c'est incroyable. On se rappelle de l'expression de Richard Nixon, I'm not a crook. Vous voyez, mais aujourd'hui, on se retrouve dans le fond à une réalité où même les tribunaux ont de la difficulté à gérer Donald Trump. Et ça, c'est ce qu'on sait, William. Parce que l'administration américaine, c'est des centaines de milliards de dollars qui s'en vont dans toutes les directions. Imaginez, parce que non seulement il a limité les lois anticorruption, il a aussi renvoyé des inspecteurs qui faisaient l'inspection, et donc il permet ce laxisme-là autour de lui. Par contre, certains, c'est sûr que si ça lui bénéficie, il est relativement ouvert. Quand ça bénéficie aux autres, c'est là qu'il devient agressif, Donald Trump. Fait que c'est pas une bagarre qui est terminée encore. Vous allez voir, la corruption, à mon avis, c'est le principal problème. Si quelque chose peut renverser Donald Trump, c'est d'abord les scandales sexuels et ensuite les scandales financiers. Oui, c'est sûrement pour ça qu'on voit. Il est excellent. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très, très bonne. Je n'avais jamais vu celle-là. I'm not a crook, I'm a crook, but so what? Mais ce que vous voyez là, William, vous résumez mon sondage en quelques mots. Tu vois, non, celui-là, je l'avais sélectionné. Je voulais absolument te faire réagir dessus. Mais non, c'est pour ça, c'est que ce qui est en train de se passer, on va en parler après ton départ de la Chambre des représentants qui ne veut pas mettre au vote cette histoire du dossier Epstein, c'est parce que c'est le dossier qui peut vraiment, plus que la corruption, c'est accepter. Alors peut-être le contraste, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines lorsque les Américains, y compris MAGA, vont commencer à payer le prix économique de tout ça. Peut-être que ça va les heurter de voir qu'il fait ces travaux-là, tu parlais de la fortune de sa famille. Je crois que Thomas, on a les chiffres pour ses enfants. Et encore une fois, c'est les chiffres du mois de septembre. On voit que du côté de Eric, on est passé de 40 millions en janvier, 40 millions à 750 millions. C'est considérable. On voit que Don Junior, c'est pareil, on est passé de 50 à au moins 500. Au moins 500 parce que lui est impliqué dans des entreprises, tu faisais bien de le dire tout à l'heure,
qui commence à avoir des contrats d'État, donc ça va encore l'enrichir. On voit que même son fils qui est à l'université, moi, aller faire des études comme ça, je les reprends demain, parce que il est à l'université et en même temps, il a une fortune estimée hors héritage, hein, sa propre fortune à 150 millions de dollars. Et évidemment, autour de ça, tu en parlais tout à l'heure, la Trump Org qui s'enrichit en termes de crypto. Il y a cette enquête qui est sortie il y a 2-3 jours par Reuters qui explique que la Trump Org est passée à plus de 800 millions de dollars depuis le début de l'année. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cet article-là que je vous mentionnais tout à l'heure, 800 millions de dollars, c'est dans les bitcoins. Et tout ça parce que les règlements ont été assouplis et la famille de M. Trump a lancé son propre bitcoin et a eu des succès incroyables. Il y a une vieille expression qui dit que le pouvoir tend à corrompre, puis le pouvoir absolu corrompt absolument. Vous voyez, là, on est dans un univers qui est inimaginable. Okay. Mais tôt ou tard, ils vont frapper un mur. Tant que M. Trump est là, c'est différent. Tant qu'il est à la présidence. Mais tôt ou tard, ce sont des chiffres qu'on voit tout à l'heure. C'est comme si c'était normal. Non, c'est pas normal ce qu'on vit aujourd'hui, là. C'est unique au monde, cette réalité-là. Et c'est pour ça que dans le sondage, on a plusieurs de questions. Puis la révélation, c'est que les Américains le savent. Ils sont au courant, sont bien informés. Ouais, alors, so what? So what? I'm a crook, so what? Tu vois, c'est exactement ça. Je te l'enverrai, celle-là, parce que tu l'as aimé. Donc, je te l'enverrai. Au moins, tu pourras la poster sur tes réseaux sociaux si tu veux. Exactement. Il y a un autre aspect de la corruption, c'est également la manière, qui est une corruption du système judiciaire. Je vois qu'on a Maître Eolas avec nous dans le chat, qui est ces questions sur, on va d'abord passer sur ces motivations. Et celle-là, moi, elle est tellement cynique de questions et la réponse est tellement cynique, c'est que lorsqu'on demande aux Américains c'est quoi les motivations de Trump en tant que président des États-Unis, la réponse est folle, non? Ouais. Pensez-vous que Donald Trump travaille d'abord pour les États-Unis ou d'abord pour ses intérêts personnels? C'est fou comme question. Et ça, quand j'ai libéré la question, j'avais aucune idée comment les Américains étaient pour répondre. 39% disent d'abord les États-Unis, mais la majorité, plus de 50% disent pour son intérêt personnel. Et regardez du côté des républicains, encore une fois, vous avez une proportion là, à 16% là, qui disent soit personnel ou autre. Là. Il y a un républicain pudique sur 8. Regardez les indépendants, la majorité disent à 61% que c'est pour des intérêts personnels. Ouais, les Américains sont conscients de ce qui se passe, mais ils se demandent est-ce que ça peut les avantager personnellement. À court terme, l'économie américaine se porte bien. Le coût de la vie est le principal handicap de M. Trump. La seule manière qu'il a réussi à résoudre, c'est de mettre la main sur le bureau de la statistique pour être capable de manipuler les chiffres. Donc, on ne sait plus si les chiffres qui sont présentés sont vrais ou non là, à ce moment-ci. Là. Mais à tout égard, c'est ça, les Américains ont voté pour Trump en pensant que ça leur permettrait d'avoir une vie meilleure, d'avoir plus d'argent dans leur compte de banque. Pour l'instant, ça a permis plutôt à la famille de Donald Trump de s'en mettre plein les poches. Ouais, donc ce qui veut dire quelque part, si je poursuis ça, je trouve que c'est encore une fois, c'est une analyse extrêmement intéressante. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de contrat moral entre une partie de l'électorat américain en disant on n'en a rien à faire que tu t'enrichisses, vas-y, c'est ta motivation principale. Regardez ce chiffre chez les indépendants qui m'a choqué, hein, je ne m'attendais absolument pas à cette proportion-là chez les indépendants, en disant donc tu peux t'enrichir du moment que ça nous enrichit aussi derrière. Et que donc le contrat moral, ça va être le point de rupture, c'est le moment où il va continuer à s'enrichir et que les Américains vont souffrir. Est-ce que c'est ça l'espèce de deal invisible entre Trump et une partie des électeurs américains? En rajoutant qu'il y a toujours l'espoir, parce qu'il réussit à incarner cet espoir-là que tôt ou tard, les États-Unis vont s'enrichir. Donc, les Américains sont encore persuadés qu'ils vont s'enrichir. Mais ça a quand même une limite dans le temps. Là. Et c'est ça la difficulté de Donald Trump. La première étape, c'est que les gens se disent, ouais, moi, je pense qu'il a atteint les limites de la corruption. C'est ce que le sondage dit. C'est encore acceptable, mais on atteint les limites de la corruption. Surtout à 1 an. Il a 1 an devant lui avant les élections du mi-mandat. Parce que ceux qui nous écoutent, là, si à la mi-mandat, il contrôle encore les 2 chambres, c'est terminé. Là.
La démocratie américaine, là, elle est en péril, parce que ça veut dire qu'il va vouloir se représenter en 2028 et personne va s'y opposer. Et à cet égard-là, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il a près de 80 ans. Donc, ça peut pas durer très, très longtemps. Hein, c'est la seule nouvelle. Il a réussi à passer à travers tous les obstacles. C'est un homme phénoménal. On peut l'haïr, on peut le trouver que c'est un corrompu, mais il a réussi là où personne n'a réussi comme chef d'État à travers le monde. Ouais, non, c'est terrible de se dire que l'espoir, c'est que en juin prochain, il aura effectivement 80 ans et il a des problèmes de santé visibles. Donc voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant de se dire, ben voilà, on en est, on Il le a une sait. vigueur, Ouais, vas-y. il a une vigueur exceptionnelle. Hein. Dans la tournée en Asie, là, on se demandait jusqu'à quel point physiquement il est capable de faire cette tournée-là. Il a tenu le coup. Ouais. C'est assez phénoménal pour quelqu'un de son âge de tenir le coup. En décalage Je sais pas, horaire. En décalage horaire, en c'était mieux décalage la nuit aux horaire, avec États-Unis, hein. une pression quand même, parce que c'est des rencontres protocolaires, longues, pénibles, tout ça. Il réussit à gérer ça. C'est pour ça que d'un côté, c'est horrible ce qu'on voit dans le sondage, mais l'individu passe à travers ça comme si de rien n'était. C'est fou. Il n'y a pas un politicien qui aurait pu passer à travers un problème de corruption, et lui, c'est à tous les jours, c'est sans arrêt. Et vous allez voir les autres chiffres, là, on continue, là, puis on est dans la même réalité. Ouais, on va parler de la justice, mais ce que tu viens de dire, et évidemment, on est dans la science-fiction la plus complète, mais quand tu dis, voilà, et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas un autre candidat, homme politique, démocrate ou républicain, hein, soyons clairs, qui aurait survécu à ça. Euh, la question sur... Alors, peut-être c'est une question qui va prendre la réponse va prendre trop de temps, mais sur l'après-Trump, est-ce que tu penses que notre norme de l'acceptable a définitivement changé où l'électeur, après l'après-Trump, va revenir en disant ben non, ça c'est acceptable ou pas. On a fait une exception pour Donald Trump ou est-ce qu'il a changé pour le meilleur et pour le pire, mais est-ce qu'il a changé la manière dont notre relation à ce qu'on demande d'un élu soit différente? C'est sûr qu'on arrive dans un nouveau monde, plus difficile à évaluer, mais l'opinion publique est toujours très cyclique. On est dans un cycle où la droite domine partout, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie, que ce soit dans la majorité des pays, en Hongrie. Non, mais là, de plus en plus, la droite domine. Et c'est dans ce cycle-là que Donald Trump s'est inscrit au bon moment dans l'histoire. Il y a eu d'autres cycles où c'est la gauche qui a dominé partout dans le monde. Fait que c'est une question de cycle. La vraie question, c'est combien de temps dure un cycle? Là, c'est différent parce que là, on est dans un univers de médias sociaux, univers de manipulation de faits. Rajouter ça à l'intelligence artificielle où tout ce qu'on dit, on a de la difficulté de discriminer entre le vrai et le faux. Fait qu'on est dans un univers tellement nouveau que c'est difficile de voir jusqu'où ça va se rendre. Par contre, par expérience, un homme de la taille et de la puissance de Donald Trump est irremplaçable. Celui qui va le poursuivre sera jamais à la hauteur de l'individu. Et ça, donc, ça va être très difficile pour moi, pour le mouvement de droite américain, MAGA, d'avoir un successeur de Donald Trump avec la même puissance qu'il a. Fait que, oui, c'est une question de cycle, là, mais moi, je pense que la première réponse, c'est dans un an. Parce que le système américain est bâti sur le check and balance, là, ce qu'on dit, les freins et les contrepoids, là, et là, on va voir si ça existe toujours dans un an. Ouais. Et le sondage qu'on donne, c'est qu'il y a des arguments anti-Trump très, très forts sur la corruption, sur les scandales sexuels et tout ça. Et à un certain moment donné, ça va peut-être prendre forme véritablement dans un vote anti-Trump. Ouais, on verra ça et on va le vivre ensemble. Il y a un autre aspect, dernier aspect de ce sondage léger maintenant média sur justement une partie de la corruption et qui est l'utilisation, la corruption ce n'est pas que de l'argent, l'utilisation du département de la justice, de DOJ, donc pour poursuivre ses ennemis politiques. Réel, perçu, c'est un autre débat, mais sur cette perception-là, vous êtes allé demander aux Américains, encore une fois, c'est un sondage sur des questions posées aux Américains. Vous avez demandé aux Américains s'ils trouvaient que c'était justifié ou pas, c'est ça l'idée ?
Exactement. Est-ce que c'est justifié ces persécutions-là légales à l'égard des adversaires? On les nommait dans la question, là, James Comey, John Bolton, Laetitia Laetitia James. James, Et ouais. voici, là-dessus, là, c'est quand même partagé. Hein. 34% disent que c'est justifié, 44% que ce n'est pas justifié, mais surtout un 22% qui n'a pas d'opinion. Donc, c'est pas encore clair. C'est comme un phénomène nouveau aux États-Unis. Les gens n'ont pas tranché sur cette question-là. Parce que les États-Unis, par rapport à la France ou le Canada, c'est que c'est un univers très légal où la justice a beaucoup d'importance. On ne peut pas faire un pas aux États-Unis sans avoir un avocat à côté de nous. C'est une structure très légale. Moi, j'ai une entreprise aux États-Unis, là, forcément, j'ai un avocat à l'interne pour chaque geste que je fais. Je veux louer un appartement, j'ai besoin d'un avocat. Tout ça pour dire, chaque geste, le système légal est très, très puissant aux États-Unis. Et c'est pour ça, sur cette question-là, les gens se gardent une réserve. Par contre, regardez du côté des républicains, il y a seulement 74% qui disent que c'est justifié. Les gens sont Ouais. mal à l'aise avec ce qu'il est en train de faire. Et ça, cette dynamique-là de revanche personnelle, là, c'est un autre facteur, à mon avis, qui nuit à Donald Trump. Mais est-ce que tu as le sentiment que c'est... parce que dans ces chiffres-là, je trouvais que c'était intéressant de souligner qu'un quart des républicains a des problèmes par rapport à ça. Est-ce que tu as le sentiment que c'est déjà un élément, ça peut être un élément électoral ou c'est juste une espèce de jugement moral où on dit en gros c'est bien ou c'est pas bien? Oui, c'est un jugement moral tant qu'on voit pas les gens, parce que l'histoire de vedettes américaines qui se font persécuter, qui rentrent en prison et tout ça, là, ça va toucher les Américains. Là, on n'est pas rendu là, on est rendu simplement dans la partie poursuite, là, et des plaidoyers dans certains cas, là, mais il y a des histoires humaines derrière ça. Et ça, c'est une manière de galvaniser l'opinion publique pour les démocrates, dépendant de ce qu'ils trouvent, parce qu'on ne sait pas trop le sérieux. Hein. Chaque individu, ils essaient de trouver, pour James Comey, c'est d'avoir menti au Sénat. Pour Laetitia James, je pense, c'est au niveau d'une hypothèque qu'elle est allée chercher Ouais, en estimant que c'était sa d'un maison. bail, exactement. Ouais. Ils ont essayé de trouver toutes sortes. J'imagine tous les avocats de Donald Trump qui travaillent autour pour trouver quelque chose qui pourrait être, qui serait, où la personne peut être poursuivie. Mais ça risque de continuer, là, cette revanche-là. Et moi, à Non, mon avis, c'est c'est... pas très payant pour Donald Trump d'entrer là-dedans. Ça lui fait plaisir, probablement. Il doit avoir une jouissance quotidienne de voir ses adversaires amenés à la justice, comme lui a dû subir pendant un certain nombre d'années. Là. Mais à mon avis, il ne marquera aucun point là-dessus. Ok, et la question suivante, alors ça j'ai vraiment besoin que tu l'expliques, c'est cette Ouais. confiance dans le système judiciaire américain on retourne sur les cas de corruption, donc de enquêter et juger ces cas-là, c'est ça l'idée? Exactement. S'il y avait des cas de corruption, est-ce que vous faites confiance au système judiciaire américain? Les Américains disent non. Et ça, c'est nouveau, parce que, comme je disais tout à l'heure, les Américains font confiance à leur système juridique, mais pas face à Trump. 33% font confiance, 55% ne font pas confiance pour juger les histoires de Donald Trump. Il faut comprendre l'esprit de Donald Trump. Regardez Donald Trump, ça fait 10 ans qu'il est en politique, depuis 2016, là, un peu avant 2016. Là, puis, quand il a descendu les fameux escaliers de la Trump Tower, là, depuis ce moment-là, il a réussi à dominer le Parti républicain et la politique américaine. Il est devenu le centre. Ouais. On ne peut pas faire une intervention politique sans parler de Donald Trump ou se comparer à Donald Trump. Ça, il a réussi à dominer. Ensuite de ça, il s'est permis de dominer le système médiatique avec le support des Fox News et Newsmax et autres, là, mais il a fait mal au système médiatique américain qui a perdu toute crédibilité. Il s'est adapté, il s'est attaqué à eux. Il a gagné. Encore aujourd'hui, il les poursuit pour des milliards de dollars quand il y a un article qui ne fait pas son affaire. Et là, le troisième pilier de pouvoir américain, c'est le système judiciaire. Il s'attaque directement au système judiciaire en mettant à la porte des procureurs, des juges. Le système est vraiment à ses pieds présentement. Et même la Cour suprême, une Cour suprême qui est nommée par eux, là, la Cour suprême, est-ce qu'elle a déjà voté contre Donald Trump? Non. Et là, on arrive bientôt à un jugement important sur les tarifs, notamment internationaux. Et William Aron, tu m'as dit quelque chose de fondamental. Je te laisserai répéter sur l'impact de la Cour suprême, où on se dit, tôt ou tard, la Cour suprême va arrêter Donald Trump.
Et ta perception, c'est Ouais, pas vraiment. ma perception, et on avait partagé ici cet enregistrement d'un podcast fait 2 ans avant le début de la campagne par J.D. Vance, et on lui posait la question, parce que J.D. Vance est un partisan de ce pouvoir complet présidentiel, et il disait OK, que la Cour suprême prenne des décisions contre le futur président, si c'était Trump, après, ça sera à eux de les appliquer. Et il n'y a rien pour forcer Donald Trump à suivre une discussion. Et donc, on parlait des frais douaniers, des tarifs qui sont essentiels à ce que fait Donald Trump aujourd'hui, y compris, on l'a vu en Asie, on le voit avec le Canada, à mettre la pression sur l'ensemble des pays. Si demain, la Cour suprême, il va y avoir les arguments qui vont être entendus le 5 novembre prochain, donc mercredi prochain, si la Cour suprême, suite à ça, décide de dire ben non, Donald Trump n'a pas ce pouvoir-là, dans la réalité, comment la Cour suprême va pouvoir faire appliquer cette décision? Si Donald Trump dit ben, je suis désolé, c'est l'avis des juges, moi, en tant que président à la charge du pays, j'ai une autre vision et pour sauver les États-Unis, je vais l'appliquer. Que va faire la Cour suprême? Ça va être vraiment un des enjeux des prochaines semaines et des prochains mois sur ces décisions-là et sur d'autres sur le pouvoir présidentiel. Et c'est majeur, parce que si même la Cour suprême n'a pas de pouvoir sur Donald Trump, ça veut dire qu'on est en face d'un autocrate, là, de quelqu'un qui est en train d'établir sa propre loi. Et tout ça, on est dans un territoire tellement inconnu qu'on ne sait pas jusqu'où ça va se rendre. Fait que donc, ce que notre sondage dit, c'est que les républicains ont quand même une force importante dans l'opinion publique, que les Américains sont persuadés de la corruption de Donald Trump et que les Américains se disent « so what ». Et alors? Hein? Fait que c'est quand même assez spectaculaire ce qu'on mesure aujourd'hui, William. C'est unique. Il y a un élément que j'aimerais rajouter, et c'est pour la première fois, c'est le vote du Sénat contre les tarifs. Vous avez eu 5 sénateurs républicains qui ont voté avec les démocrates contre les tarifs contre le Brésil. Et c'est la même chose pour le Canada, où il y en a eu 4 qui ont voté contre les tarifs au Canada. Et là, c'est la première fois qu'il y a des républicains qui se lèvent contre Donald Trump. Et ça, c'est à surveiller. Il y a une brèche dans le système actuellement de Donald Trump. On verra. Ce n'était qu'un vote symbolique là, jusqu'à maintenant, parce que ça risque d'être renversé par la Chambre des représentants, mais quand même. Tôt ou tard, il y aura une rébellion. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, là, mais il y aura une rébellion. Et la rébellion, la vraie, va venir des républicains. Les démocrates n'ont pas le poids pour lutter contre Donald Trump. Non. Et aujourd'hui, lorsque souvent la question revient dans les émissions, c'est qu'est-ce qui peut stopper Donald Trump? La réponse, c'est toujours la même, les républicains. C'est le Congrès ils ont le pouvoir de stopper. Pour l'instant, c'est un chèque en blanc. On fait tout ce qu'ils demandent en rubber stamp, on appelle ça aux États-Unis. Mais ils ont ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, à mon avis, donc tu fais bien de le souligner avec le Sénat, c'est quelque chose que l'on va voir de plus en plus avec le calendrier. C'est-à-dire qu'à mesure où on va s'approcher d'échéances électorales, les midterms dans un an et la fin prévu, normal, du mandat de Donald Trump, il va falloir exister. Et exister, c'est toujours s'opposer. Vous avez pareil en France avec certains anciens premiers ministres qui sont devenus des opposants au président qui est en place parce qu'il y a des échéances électorales qui arrivent. C'est les mêmes mécanismes. Donc, ça va être effectivement intéressant à suivre. Jean-Marc, c'était encore une fois formidable. On aurait pu, tu nous avais dit 45 minutes, mais bon, ici, nos émissions ne font pas 45 minutes. Donc, on aurait pu encore continuer pendant des heures et des heures. J'ai vu que le chat s'est vraiment régalé. Il va falloir revenir quand même avant un nouveau sondage. On le dit à chaque fois parce que ta vision et ton expérience, ton savoir, c'est vraiment intéressant. Je trouve que nos conversations se complètent très bien. Le chat est toujours partant. Donc, on va te souhaiter une bonne semaine aux États-Unis. On espère que tu n'auras pas de problème à la douane. Fais attention, je vais t'envoyer le petit dessin, mais enlève-le de ton téléphone avant de passer la frontière. On ne sait jamais. Et puis, peut-être tu reviendras. Ça serait bien qu'on se refasse ça quelque part dans le mois de novembre. Justement, il va y avoir des élections, tu le sais,
du côté de Ouais. New York, du côté de la Virginie. On a une émission spéciale mardi prochain. Et ben peut-être dans les semaines à venir que tu viennes un peu nous livrer ton analyse sur tout ça. Excellent. Ben, ça me fera plaisir. Moi, je quitte pour New York et Washington la semaine prochaine. Ma rencontre est chez un concurrent qui s'appelle Morning Consult, là, et c'est Ah oui. de l'autre que c'est juste à côté de la Maison-Blanche. Fait que j'apporterai mon sondage sur la corruption. Je vais essayer d'en donner une copie à l'équipe de M. Trump. Non, non, je pense que ça va être compliqué. Les chiffres du sondage, vous les retrouverez sur maintenant-media.com. On vous remettra tout ça là-bas. Et peut-être, je ne sais pas si on doit en parler, mais peut-être que la semaine prochaine, il y aura quelque chose de la presse canadienne, c'est ça? Mais Et voilà, voilà. exactement. Exactement. Bon, Jean-Marc, bon voyage. On se retrouve très vite. Merci encore pour ton temps, tes explications, ta clarté. C'était vraiment, j'ai vu passer des tas de messages qui disaient comment c'était passionnant. C'était passionnant. À très vite. Salut. Et à bientôt. Au revoir, William. Bye.